Écoute, l'industrie de la moto est brutale en ce moment. Entre des prix incroyablement élevés, des choix de design étranges et des fabricants qui passent complètement à côté de ce que les motards veulent vraiment, certaines motos restent sur les lots des concessionnaires à prendre la poussière. Nous parlons de machines qui semblent excellentes sur le papier mais qui échouent dans le monde réel. Que ce soit parce qu'elles sont trop chères, sous-puissantes ou tout simplement déroutantes, ces motos ont du mal à trouver preneur. Aujourd'hui, nous allons analyser les 13 motos que les concessionnaires n'arrivent pas à vendre. Et honnêtement, certains de ces choix vont vous surprendre. Passons maintenant directement à notre décompte. En commençant par le numéro 13 de notre liste de désastres commerciaux, nous avons la Zero FXE électrique. La Zero FXE semblait être une idée solide, une super moto électrique capable de gérer à la fois la route et les chemins légers. Mais, mon Dieu, cette chose a plus de mal qu'un 2 temps lors d'un test d'émission. Proposé à environ 29 000 $, vous payez un prix premium pour une moto qui vous offre peut-être 60 miles d'autonomie réelle et qui prend une éternité à se recharger. Les spécifications semblent correctes sur le papier. Un moteur de 75 chevaux produisant 106 livres-pieds de couple, atteignant 60 miles par heure en 3 secondes. La moto pèse 350 livres et est équipée d'une batterie de 7,2 kWh. Zero affirme une autonomie de 113 miles en ville, mais en conduite réelle sur autoroute, cela se réduit à environ 60 miles avant de chercher des stations de recharge. Zero essaie de positionner cela comme l'avenir de la moto, mais les motards ne la chaînent pas, littéralement. L'entreprise a des difficultés financières. Les concessionnaires offrent d'énormes réductions juste pour les vendre, et même alors, elles prennent la poussière. La moto elle-même roule bien. Ce couple instantané est addictif, mais les limitations pratiques en font plus un jouet coûteux qu'un véritable moyen de transport. Passons des déceptions électriques au numéro 12, la Pan America 1250 Special. Une moto qui aurait dû être un succès, mais qui a complètement échoué. Harley a finalement construit une moto d'aventure et d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à en faire l'une des motos les plus polarisantes sur le marché. La Pan America 1250 Special coûte environ 20 000 $, ce qui la place directement dans le territoire de la BMW GS, sauf qu'elle n'a pas la réputation de fiabilité de BMW ni son réseau de concessionnaires. Ce truc est équipé d'un moteur Revolution Max 1250 de 150 chevaux, produisant 94 livres-pieds de couple. Il a des roues de 21 pouces à l'avant et 18 pouces à l'arrière, une garde au sol de 8,7 pouces et pèse 534 livres en ordre de marche. La suspension est entièrement réglable avec des composants Showa offrant plus de 7 pouces de débattement à l'avant et à l'arrière, et elle est équipée d'aides électroniques pour le pilote, y compris 5 modes de conduite, un ABS en virage et un contrôle de traction. La moto fonctionne en fait assez bien. Il gère les routes de terre avec assurance, offre une protection contre le vent descente et ce moteur Revolution Max est fluide et puissant. L'électronique fonctionne comme annoncé et la qualité de fabrication semble solide. Sur le papier, il devrait concurrencer directement la BMW R 1250 GS et la KTM Super Adventure. De plus, les premiers rapports de fiabilité n'ont pas été excellents, avec plusieurs rappels et des problèmes de logiciel affectant les propriétaires. Quand vous rivalisez avec BMW et KTM en matière de fiabilité, vous feriez mieux d'être au top. Et Harley a trébuché dès le départ avec plusieurs rappels la première année. En parlant de crise d'identité, notre prochaine moto, numéro 11, la Honda Goldwing, prouve que parfois essayer d'être tout pour tout le monde signifie que vous n'êtes rien pour personne. Elle existe depuis toujours, et c'est peut-être ça le problème. Le modèle de tournée actuel commence à environ 28 000 $, ce qui le rend plus cher que de nombreuses voitures. Pour une moto qui est essentiellement un salon sur roue, elle est tarifée comme une voiture de luxe, mais fonctionne comme un bus de tournée. Nous parlons d'un moteur 6 cylindres à plat de 1800 cm3, produisant 125 chevaux et 170 livres-pieds de couple. La moto pèse plus de 800 livres avec le plein et est équipée de tous les gadgets électroniques auxquels Honda a pu penser. Sièges et poignées chauffantes, navigation GPS, Apple CarPlay, transmission automatique, marche arrière, assistance au démarrage en côte. Il est tout sauf des acheteurs. La Goldwing est indéniablement confortable, les sièges sont moelleux, la conduite est douce et la protection contre les intempéries est excellente. Vous pouvez parcourir des kilomètres sur l'autoroute sans fatigue et la capacité de stockage rivalise avec celle d'une petite voiture. Le moteur 6 cylindres à plat est d'une douceur soyeuse et presque sans vibration et la transmission à double embrayage à 7 vitesses fonctionne parfaitement. Mais la question fondamentale est, qui veut ça? La moto pèse plus que certaines voitures, se manie comme un yacht dans les parkings et nécessite une force physique sérieuse pour être gérée à basse vitesse. La transmission automatique enlève l'engagement que beaucoup de motards recherchent, la faisant ressembler plus à un appareil électronique
électroménager qu'à une moto. Les valeurs de revente reflètent cette réalité. Les Goldwings se déprécient plus rapidement que la plupart des motos parce que le marché pour elles continue de rétrécir. Même les concessionnaires Honda ont du mal à les vendre, gardant souvent les mêmes unités en exposition pendant des mois. Des motos de tourisme qui voyagent trop, passons au numéro 10, la Kawasaki Ninja H2. Une moto de sport qui a oublié comment être sportive. Elle devrait être la moto ultime, un monstre suralimenté produisant plus de 200 chevaux. Mais à 32 000 $, elle se met hors de portée du marché pour lequel elle est conçue. Les jeunes motards de sport ne peuvent pas se le permettre et les motards plus âgés avec de l'argent ne sont pas intéressés par des missiles axés sur la piste. Cette bête est équipée d'un 4 cylindres en ligne de 998 cm3 suralimenté, produisant 210 chevaux et 98 livres-pieds de couple. Elle atteint 60 miles par heure en moins de 3 secondes et a une vitesse maximale de plus de 200 miles par heure. La moto pèse 476 livres et est équipée d'un contrôle de traction, d'un contrôle de lancement, de plusieurs modes de puissance et d'un ensemble électronique sophistiqué qui rendrait un avion de chasse jaloux. L'ergonomie est éprouvante pour tout ce qui dépasse les courts trajets. La position de conduite est agressive, la selle est ferme et le vent à des vitesses d'autoroute est brutal. Il n'y a pas d'espace de rangement, la consommation de carburant est terrible et les coûts d'entretien sont astronomiques. Ce n'est pas une moto pour faire du tourisme ou pour se déplacer au quotidien. C'est un outil spécialisé pour aller très vite en ligne droite. Kawasaki fait également face à la concurrence de motos européennes qui offrent des performances similaires avec une meilleure qualité de fabrication et plus de prestige. Quand vous dépensez ce genre d'argent, la perception de la marque compte. Et Kawasaki n'a pas le même poids que Ducati ou BMW. La Ducati Panigale V4 coûte un montant similaire, mais elle bénéficie du statut exotique italien que la Kawasaki n'a pas. La H2 souffre également d'être trop puissante pour les routes publiques. Avec 200 chevaux disponibles, vous atteindrez des vitesses illégales avant même de vous en rendre compte. La plupart des propriétaires rapportent qu'ils peuvent à peine utiliser la moitié du potentiel de la moto sur la route, ce qui la fait paraître excessive pour tout sauf la piste. Passons des fusées japonaises surdimensionnées au numéro 9, Challenger Dark Horse, un classique américain qui a complètement perdu son chemin. L'Inde a essayé de défier la domination des baggers de Harley avec le Challenger Dark Horse, mais ils ont oublié une chose cruciale. Les gens achètent des baggers pour l'image, pas pour la performance. À 27 000 $, cette moto est plus chère que la plupart des motos de tourisme Harley sans l'héritage et la culture qui accompagne le Bar and Shield. La Dark Horse est équipée d'un moteur Power Plus de 108 pouces cubes, produisant 122 chevaux et 128 livres-pieds de couple. Il est équipé d'un système audio haut de gamme, de sièges confortables et d'une électronique moderne. La moto pèse environ 830 livres et est dotée d'un régulateur de vitesse, de poignées chauffantes, de sacoches rigides à verrouillage à distance et d'un système d'infodivertissement correct avec commande à écran tactile. Objectivement, la Challenger est probablement meilleure que la plupart des baggers Harley. Le moteur est plus puissant, l'électronique est plus sophistiquée et la qualité de fabrication est excellente. Le moteur Power Plus est fluide et coupleux. Le châssis se comporte bien pour une moto aussi lourde et le niveau de confort est élevé. Indian a clairement investi des efforts d'ingénierie sérieux pour en faire une machine de tourisme performante. Mais le plus gros problème d'Indian est le réseau de concessionnaires. Vous pouvez trouver un concessionnaire Harley dans presque chaque ville en Amérique, mais les concessionnaires Indian sont rares et dispersés. Quand quelque chose casse à 800 km de chez vous, vous faites face à de longues attentes pour les pièces et le service. C'est un énorme problème pour les motos de tourisme censées être fiables sur de longues distances. Indian a également des difficultés avec la disponibilité des pièces et les coûts de service. Bien que les motos soient bien construites, lorsque des problèmes surviennent, les réparations peuvent être coûteuses et longues. Le réseau de concessionnaires n'est pas équipé pour gérer de gros volumes de services, ce qui entraîne de longs délais d'attente et des clients frustrés. Passons maintenant des motos américaines au numéro 8, la Ducati Multistrada V4S, une élégance européenne que personne n'achète. Cela devrait être la moto d'aventure ultime, mais à 28 000 $, elle est tarifée comme un bijou plutôt que comme un moyen de transport. Cette moto est bourrée de technologie et de performance, mais elle est aussi chargée de problèmes potentiels qui effraient les acheteurs pratiques. La technologie est vraiment impressionnante. Le régulateur de vitesse adaptatif guidé par radar et les systèmes de surveillance des angles morts fonctionnent brillamment. La suspension semi-active s'ajuste en temps réel aux conditions et le moteur V4 délivre une puissance douce et linéaire. La moto se sent sophistiquée et raffinée d'une manière qui fait honte à de nombreux concurrents.
Mais voici le problème, c'est la complexité maximale de Ducati dans un ensemble conçu pour la conduite d'aventure. Les motards d'aventure ont besoin de motos qui fonctionnent de manière constante dans des zones reculées, pas de pur sang italien capricieux qui nécessitent une attention constante. Les systèmes électroniques sont incroyables quand ils fonctionnent, mais que se passe-t-il quand vous êtes au milieu de nulle part et qu'il y a un problème? Quand vous pouvez obtenir une BMW R 1250 GS Adventure pour un prix similaire avec une meilleure fiabilité, un réseau de concessionnaires établi et une capacité tout-terrain éprouvée, la Multistrada devient difficile à vendre, sauf pour les fans inconditionnels de Ducati qui privilégient le style à la substance. En parlant de problèmes de fiabilité, notre prochain numéro de moto, 07, la BMW S 1000R, prouve que même les fabricants légendaires peuvent trébucher gravement. Cette moto classée devrait rapporter de l'argent, mais au lieu de cela, elle prend la poussière dans les concessions. À 17 000 $, il est en concurrence avec des motos comme la KTM Super Duke et la Ducati Monster, mais il apporte la complexité typique de BMW sans la capacité de tourisme qui justifie les prix BMW. Cette moto utilise un moteur 4 cylindres en ligne de 999 cm3, produisant 165 chevaux et 83 livres-pieds de couple. Elle pèse 455 livres et est équipée de plusieurs modes de conduite, du contrôle de traction, du contrôle de cabrage et de l'ABS. La suspension est entièrement réglable et la moto a une ergonomie agressive typique des motos sportives nues. Mais les motos nues de BMW ont un problème d'identité. Elles sont trop chères pour rivaliser avec les alternatives japonaises, comme la Yamaha MT-10 ou la Kawasaki ZR1000, et elles n'offrent pas la capacité de tourisme que les motards BMW attendent. Les coûts d'entretien sont également brutaux. Un entretien de routine chez un concessionnaire BMW peut coûter plus cher que les mensualités de voitures de certaines personnes. Un service de base sur la S1000R peut coûter 500 $ ou plus. Les réglages de soupape sont coûteux et les pièces de rechange ont des prix premium typiques de BMW. Lorsque vous prenez en compte la complexité de l'électronique et le besoin d'équipements de diagnostic spécialisés, les coûts de possession augmentent rapidement. Le pire, c'est que BMW semble confus quant à la cible de cette moto. Elle n'est pas assez sportive pour les pilotes de circuit, pas assez confortable pour le tourisme et pas assez abordable pour les amateurs de Street Fighter. Il tombe dans un no man's land où il n'excelle en rien de spécifique. Des problèmes d'ingénierie allemande. Passons au numéro 16, la Street Glide Special. Une moto américaine qui a oublié ce qui la rendait spéciale au départ. Cela représente tout ce qui ne va pas avec la Harley-Davidson moderne. À 32 000 $, elle est plus chère que beaucoup de voitures, mais utilise toujours la même technologie de moteur de base des années 40. Harley mise sur la nostalgie, mais même leurs clients les plus fidèles commencent à remettre en question la proposition de valeur. Cette moto est équipée du moteur Milwaukee 8 de 114 pouces cubes, produisant 92 chevaux et 119 livres-pieds de couple. Il pèse plus de 800 livres, est équipé d'un système d'infodivertissement Boombox avec commande tactile et possède tout le chrome et les équipements de tourisme que les moteurs Harley attendent. Le modèle Special ajoute une peinture haut de gamme, un système audio amélioré et des garnitures chromées supplémentaires par rapport au modèle de base Street Glide. Harley fait également face à une crise démographique avec ses motos de tourisme haut de gamme. Leurs clients traditionnels vieillissent et quittent le monde de la moto, et les jeunes motards ne les remplacent pas. Le style de vie que Harley représente, les guerriers du week-end, les gilets en cuir, les sorties de bar en bar, ne résonnent pas avec les acheteurs millennials et de la génération Z qui ont des valeurs et des priorités de dépenses différentes. Pire encore, la fiabilité ne s'est pas améliorée proportionnellement au prix. Bien que les Harley modernes soient meilleures que les anciennes, elles restent en retard par rapport aux concurrents en termes de fonctionnement constant et d'exigence de maintenance. Quand vous payez 32 000, vous vous attendez à ce que ça fonctionne parfaitement sans nécessiter des visites fréquentes chez le concessionnaire pour des réglages de routine. Maintenant, parlons d'une moto qui a essayé de révolutionner les cruisers, mais qui a fini par embrouiller tout le monde. Au numéro 5, nous avons la Star Venture de Yamaha, qui était censée défier la domination de Harley dans le domaine du tourisme, mais qui a plutôt créé l'une des plus grandes déceptions commerciales de ces dernières années. À 26 000 $, il offre des caractéristiques et des performances impressionnantes, mais il manque l'âme que recherchent les acheteurs de motos de tourisme. D'un point de vue rationnel, le Star Venture est probablement la meilleure moto de tourisme que Yamaha ait jamais construite. Le moteur offre des performances fluides et coupleuses avec ce grondement satisfaisant du V-twin.
La suspension absorbe les imperfections de la route magnifiquement. Le niveau de confort est exceptionnel et la liste des fonctionnalités rivalise avec des motos coûtant beaucoup plus cher. Le système d'infodivertissement est intuitif. La capacité de stockage est généreuse et la protection contre le vent est excellente. Mais les motos de tourisme ne concernent pas seulement les spécifications. Elles concernent l'image et l'émotion. Yamaha a construit une moto fantastique mais a oublié de donner aux gens une raison de la préférer à une Harley ou une Indian. La marque n'a pas le même poids émotionnel dans le segment du tourisme et cela compte quand les gens dépensent ce genre d'argent. Le réseau de concessionnaires n'aide pas non plus. Bien que Yamaha ait une bonne couverture, leurs concessionnaires ne sont généralement pas axés sur le marché du tourisme. Les concessionnaires Harley vivent et respirent les motos de tourisme. Ils comprennent le client, stockent les bons accessoires et créent un environnement qui attire les motards de tourisme. Les concessionnaires Yamaha vendent tout. Des scooters aux motos sportives, diluant ainsi leur concentration et leur expertise. Des crises d'identité aux échecs complets sur le marché. Notre prochaine moto, numéro 04, la SRS de Zero, prouve que de bonnes intentions ne garantissent pas le succès commercial. Ça échoue plus durement qu'un ballon de plomb. À 24 000 $, elle demande le prix d'une moto de sport pour la moitié des performances et une fraction de la praticité. La moto a un look futuriste, mais le marché n'est pas prêt pour des motos de sport électriques à ces prix. La SRS utilise un moteur de 75 kW produisant 110 chevaux et 140 livres-pieds de couple. Il pèse 470 livres et a une autonomie annoncée de 161 miles en conduite urbaine, tombant à environ 80 miles à des vitesses d'autoroute. La moto peut se recharger à 80% en 1 heure avec un chargeur rapide où vous pouvez changer de réservoir d'énergie en environ 10 secondes. La livraison immédiate du couple est vraiment addictive. Il n'y a pas d'embrayage, pas de changement de vitesse, il suffit de tourner et d'accélérer instantanément, ce qui semble surnaturel. La moto est presque silencieuse, ce qui crée une expérience de conduite étrange mais captivante. La maniabilité est correcte grâce à un centre de gravité bas dû à l'emplacement de la batterie et la qualité de fabrication semble solide. Encore pire, les valeurs de revente sont terribles parce que la technologie évolue si rapidement dans le domaine électrique. La batterie à la pointe d'aujourd'hui sera obsolète dans 3 ans, ce qui fait que ces motos se déprécient plus vite que les smartphones. Lorsque vous prenez en compte les coûts potentiels de remplacement de la batterie, le coût total de possession devient effrayant. Parlons des fabricants qui prennent des décisions discutables. Abordons le numéro 03, la KTM Super Adventure S, une moto qui devrait dominer son segment, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ne le fait pas. Elle devrait être la moto d'aventure ultime. Elle a la performance, la technologie et la capacité d'embarrasser des motos coûtant 2 fois plus cher. Mais à 21 000 $, il a du mal à trouver des acheteurs malgré le fait qu'il soit objectivement excellent à presque tous les égards. Cette machine est équipée d'un moteur bicylindre en VLC8 de 1290 cm3, produisant 160 chevaux et 103 livres-pieds de couple. Il pèse 518 livres prêt à rouler et est équipé de toutes les aides électroniques imaginables, ABS en virage, contrôle de traction, plusieurs modes de conduite et un système de gestion de stabilité sophistiqué. La suspension offre plus de 9 pouces de débattement grâce à des unités WP semi-actives qui s'ajustent automatiquement aux conditions. Et la moto a une véritable capacité tout-terrain qui fait honte à de nombreuses motos d'aventure. Les performances sont vraiment surprenantes. Cette machine dépassera la plupart des motos sportives en ligne droite tout en transportant du matériel de camping et en ayant l'air prête à affronter le Rallye Dakar. Le moteur V-Twin délivre un couple massif sur toute la plage de régime. Le châssis est étonnamment agile pour une moto aussi haute et l'électronique fonctionne parfaitement pour gérer la puissance massive. Le problème de perception de la marque est également réel. Bien que les passionnés sachent que KTM fabrique d'excellentes motos, les consommateurs moyens associent encore la marque aux motos de cross et à la course plutôt qu'au tourisme d'aventure fiable. Cet écart de perception coûte des ventes dans un segment où les acheteurs privilégient la fiabilité plutôt que la performance maximale. Parlons maintenant de notre deuxième finaliste. Numéro 2, la CVO Street Glide, une moto qui représente tout ce qui ne va pas avec les prix des motos modernes. C'est la moto de tourisme phare de Harley et à 47 000 $, elle coûte plus cher que la plupart des voitures de luxe. Ce n'est pas seulement cher, c'est insultant pour les clients qui se souviennent quand les Harleys étaient accessibles aux motards de la classe ouvrière. La moto est belle et bien équipée, mais le prix est absolument ridicule. Cette machine en édition limitée utilise le moteur Milwaukee 8 de 117 pouces cubes, produisant 105 chevaux et 125 livres-pieds de couple.
Il est doté de peintures premium qui changent chaque année, sièges en cuir véritable et sacoches, un système audio haut de gamme Rockford Fosgate et toutes les commodités de tourisme offertes par Harley. La qualité de fabrication est excellente, l'attention aux détails est impressionnante et l'ajustement et la finition rivalisent avec les constructions sur mesure. Le traitement CVO comprend des graphismes peints à la main, des finitions chromées de qualité supérieure, des composants de suspension améliorés et des combinaisons de couleurs exclusives. Le moteur reçoit des modifications internes pour un peu plus de puissance et de couple, et le système d'échappement est réglé pour une signature sonore distinctive. Tout sur la moto Cree Premium, du cuir cousu à la peinture personnalisée. Pire encore, la dépréciation des modèles CVO est brutale car les caractéristiques Premium vieillissent mal. Le CVO de l'année prochaine aura une peinture et des finitions différentes, ce qui fera paraître le modèle de cette année démodé. Contrairement aux Harley classiques qui prennent de la valeur avec le temps, les CVO modernes perdent rapidement de l'argent une fois qu'ils quittent le showroom. Enfin, révélons notre désastre commercial numéro 1, la Livewire One de Harley, une moto qui a réussi à décevoir tous ceux qui l'ont regardée. Une moto électrique qui coûte 22 000 $ et n'offre pratiquement rien de ce que les motards Harley désirent. Cette moto représente tout ce qui ne va pas dans la prise de décision d'entreprise. C'est une solution à un problème qui n'existe pas, commercialisée auprès de clients qui n'en veulent pas. La Livewire One utilise un moteur à aimant permanent produisant 105 chevaux et 86 livres-pieds de couple. Elle pèse 496 livres et a une autonomie en ville annoncée de 146 miles, tombant à environ 70 miles à des vitesses d'autoroute. La moto peut se recharger à 80% en 60 minutes avec un chargeur rapide en courant continu ou prendre toute la nuit sur une prise domestique standard. La technologie est impressionnante d'un point de vue ingénierie. Le moteur délivre un couple instantané sans décalage. Le système de freinage régénératif récupère de l'énergie lors du ralentissement et l'interface à écran tactile fournit des informations détaillées sur l'autonomie et l'état de charge. La qualité de fabrication répond aux normes de Harley et l'attention aux détails est bonne. Mais voici le problème fondamental. Les motards Harley achètent des Harley pour le son, la tradition et l'image. Le bruit distinctif de l'échappement patate-patate fait partie de l'ADN de la marque et la Livewire est complètement silencieuse. C'est comme vendre une Rolex qui ne fait pas tic-tac. Vous avez supprimé la caractéristique essentielle qui définit le produit. Le Livewire est également sans âme d'une manière qui contredit tout ce que représente la moto. Il n'y a pas d'engagement d'embrayage, pas de changement de vitesse, pas de connexion mécanique entre le pilote et la machine. Vous tournez la poignée des gaz et accélérez en douceur et silencieusement, comme si vous conduisiez un appareil électroménager. Il n'y a pas de drame, pas de cérémonie, pas de sensation de contrôler une bête mécanique à peine domptée. Le Livewire One prouve que même les fabricants légendaires peuvent complètement mal interpréter leur marché et créer des produits que personne ne veut à aucun prix. Lors represter au mais de groupe d'entreprises s'estupir. Les dirigeants prennent des décisions basées sur ce qu'ils pensent que les clients devraient vouloir plutôt que sur ce que les clients veulent réellement.